Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Sophie Audugé, directrice générale de SOS Éducation, qui a récemment publié un ouvrage, L'éducation sexuelle à l'école, coécrit avec Maurice Berger. Bonjour Sophie. Bonjour. Juste avant de commencer cet entretien, je rappelle la sortie de notre nouveau magazine Anti-Woke, en guerre contre le fléau qui menace nos sociétés, disponible sur notre site internet et dans plus de 5000 kiosques partout en France. Un numéro justement où l'éducation sexuelle est abordée. Alors, pour commencer, Sophie, la loi de 2001 sur l'éducation sexuelle prévoit 3 cours par an dans les écoles. Vous affirmez que ce programme peut aller trop loin. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela pose problème ? Alors en fait, à l'origine, les 3 séances d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire par an et par classe est intégrée dans une loi du ministère de la Santé, et non pas dans le Code de l'éducation, en 2001, c'est important de le rappeler. Et elle s'inscrit dans la démarche d'information sur la sexualité, sur la prévention des grossesses, donc évidemment tout ce qui est moyen de contraception, et puis sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc là encore, des informations sur la sexualité dans un registre qui est celui de la prévention. Ça, c'est le véhicule législatif qui donc est créé en 2001. Avant 2001, on parlait déjà des risques de grossesse, dès 1973 à peu près, et on le faisait dans le cadre des cours de sciences, de SVT, et souvent à partir du lycée, jamais avant. Ce qui va changer en 2001, c'est que cette loi va dire que, il faut en parler de manière systématique, c'est-à-dire que ça devient une obligation, que c'est à raison de 3 séances par an, et c'est pour tous les niveaux de classe. Et normalement, ça devait être à partir du collège, mais très rapidement vont s'enclencher tout un ensemble d'actions politiques, militantes, qui vont faire qu'on va aller de plus en plus tôt dans l'échelle des classes. Et rapidement, on va considérer, en tous les cas, les acteurs de terrain, les politiques publiques, et là, on va venir introduire des éléments dans le Code de l'éducation pour qu'on considère que cette obligation d'une éducation à la sexualité, elle commence dès la primaire, c'est-à-dire dès le CP. Alors au départ, il y a un certain nombre de circulaires qui vont structurer l'action, notamment la première circulaire qui va être publiée en 2003. Donc on est quand même, vous voyez bien, déjà 2 ans après la création de ce véhicule législatif. Il faudra en fait effectivement 2 ans pour qu'on passe d'une loi qui prend naissance dans un enjeu de santé publique, qui est un enjeu de prévention des risques, pour qu'elle vienne prendre forme dans le cadre d'une circulaire de l'éducation nationale, donc d'une circulaire, c'est-à-dire d'un protocole de mise en œuvre dans les écoles. Et ce que va dire cette première circulaire en 2003, c'est, pour ce qui concerne les classes de primaire, c'est au maître de faire cette, entre guillemets, éducation, qui doit se limiter à la prévention pour évidemment les risques d'abus sexuels sur les enfants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est encore dans les années 2000 dans une priorité qui est de dire il faut également à l'école, au même titre qu'à la maison, mais aussi à l'école, il faut que les maîtres rappellent aux enfants ton corps est à toi, ton corps personne ne doit le toucher, les parties intimes personne ne doit les toucher, parce qu'il y a déjà un enjeu majeur évidemment de dire aux enfants qu'un adulte peut leur vouloir du mal, qu'il y a des adultes qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, ça s'appelle des interdits, et que quand il se passe ça, même si c'est à la maison, dans le lieu normalement de l'affection, de l'amour, du lien familial, il peut se passer des choses qui sont interdites. Et dans le cadre de l'école, il y a des gens sérieux, il y a des adultes qui peuvent accueillir la parole de l'enfant qui subit un interdit pour le protéger. Donc ça, si vous voulez, cet enjeu de prévention, dans le cadre d'une lutte de société contre les abus sexuels et l'inceste, évidemment, elle a toute sa place dans l'école et elle prend sa place dès 2003 avec une circulaire qui l'intègre là où elle doit être, c'est-à-dire la prévention et sur
faite par le seul qui peut le faire, je dirais, c'est-à-dire le professeur, et non pas dans des séances qui sont identifiées, c'est-à-dire les enfants, à partir de maintenant, courent sur l'éducation à la sexualité. Non, c'est pas comme ça à cette époque. C'est dans toutes les occasions de vie de la classe. C'est-à-dire que les maîtres et les maîtresses se sentent portés par cette mission de prévention, se sentent devoir utiliser toutes les expériences de la vie de classe pour rappeler aux enfants que personne ne doit toucher leur partie intime, que c'est des espaces qui leur sont réservés et que c'est un interdit qui est puni par la loi et que si ça arrive, il y a des enfants qui en sont très malheureux et ces enfants-là doivent être protégés et l'école peut les protéger et il faut en parler. Donc ça, si vous voulez, sur cette circulaire de 2003, c'est très clair. Et puis, la circulaire 2003 dit également qu'on va commencer à parler d'un autre niveau, qu'on appelle, nous, l'information sur la sexualité, en commençant par parler de la reproduction humaine, pas avant la 5e, et là encore en cours de SVT. Et puis, crescendo, au fur et à mesure que les adolescents entrent dans la puberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils deviennent des jeunes en construction, mais fonctionnels sexuellement. On va leur apporter des informations sur la sexualité, c'est-à-dire de la prévention, les risques par rapport aux enjeux de l'entrée dans la sexualité, à la fois psychique et psychologique. On est toujours dans un registre très scientifique et on est toujours dans un cadre, là qui est dans des séances où on dit voilà, c'est un cours d'éducation à la sexualité, mais dans le cadre des cours de sciences. Et puis il va se produire tout ce qu'on a vécu ici, que vous dénoncez notamment dans votre magazine, c'est-à-dire une infiltration des mouvements militants, d'une woke attitude qui va enclencher toute une confusion entre l'infiltration d'une idéologie totalement dévastateur qui s'appelle l'idéologie de la sexualité infantile, c'est-à-dire l'idée que l'enfant naîtrait non pas seulement sexué, c'est-à-dire non pas seulement fille ou garçon, mais également capable d'une sexualité fonctionnelle dès qu'il naît. Et à ce titre-là, il faudrait l'éduquer à reconnaître les situations qui sont agréables, désagréables, identifier ses plaisirs, ses déplaisirs, et qu'il soit capable de les maîtriser lui-même en disant oui ou en disant non. Ce qu'on va trouver aujourd'hui, de manière tout à fait fallacieuse, dans le concept totalement fumeux de consentement appliqué aux enfants. D'accord ? Donc cette idéologie de la sexualité infantile va s'infiltrer d'abord à l'OMS. Ils vont sortir les standards européens pour l'éducation sexuelle en Europe. Et également en France, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir apparaître dans les institutions françaises, dans des documents administratifs français, l'idée qu'effectivement, il y a des droits sexuels appliqués aux enfants, qu'il y aurait une sexualité citoyenne, tout un ensemble de concepts totalement fumeux, totalement abstraits, qui cachent derrière une idéologie très dévastatrice, comme je l'ai dit, qui est l'idéologie d'une sexualité infantile fonctionnelle dès la naissance. À cette idéologie-là va s'associer une autre idéologie qui est celle du genre ressenti. C'est-à-dire l'idéologie qui consisterait à dire que l'enfant est un adulte en miniature, qu'il serait capable de discernement, notamment sur sa capacité à savoir de quel sexe il est. C'est-à-dire que le sexe qu'il porte, un sexe de fille ou de garçon, certains vont dire mâle ou femelle, pour ramener l'enfant à sa condition animale, de mammifère, mais que donc ce sexe ne dit rien de la personne qu'il est et que l'enfant peut tout à fait choisir le genre qui lui plaît. C'est-à-dire, est-ce qu'il se sent fille ou garçon, quel que soit le sexe de naissance qui est le sien. Cette idéologie-là, si vous voulez, elle fonctionne avec l'idéologie de la sexualité infantile. C'est-à-dire, c'est un combo de ces deux idéologies qui finalement vont constituer un corpus idéologique dans lequel on va endoctriner les enfants dès le plus jeune âge dans un espace qui est finalement un espace normalement sanctuaire, celui du savoir, de la science, qu'est l'école. Et à partir de ce moment-là, on va observer de tout un ensemble de productions écrites de nos administrations
eh bien, des vade-mecum, par exemple, la haute autorité de santé, évidemment, va produire des choses. Les sites aussi à disposition, j'ai vu. Alors, les sites, absolument, ça va venir un peu plus tard. On est plutôt dans les années 2015, okay. 2020, 2013, 2015. Mais déjà, on voit, si vous voulez, tout ça avancer. Enfin, on le voit. Nous, on s'en est rendu compte comme d'autres récemment. Mais quand vous refaites l'histoire, vous voyez bien que tout ça était un agenda très bien organisé, très bien orchestré, et que quand on a réalisé que derrière l'éducation à la sexualité à la sauce 2024-2025 se trouvait finalement un agenda idéologique de ces deux idéologies combinées, c'était déjà trop tard et ça avait déjà tout infiltré. Donc il y a une rupture, si vous voulez, manifeste entre cette loi 2001 que vous évoquiez, qui avait un enjeu résolument préventif, résolument accepté par les parents et par la société d'un point de vue général, qui était favorable à des principes essentiels qui sont ceux de protéger les enfants, prévenir des grossesses non désirées, informer sur la contraception, informer sur l'IVG, informer et rappeler que les orientations sexuelles, ce n'est pas un choix, c'est un droit, et qu'on respecte les orientations sexuelles de chacun, ce pourquoi la société entière, en tous les cas en France, est favorable. Donc tout ça, on était tous d'accord. Et comment, au fil du temps, on a fait évoluer, si vous voulez, un dispositif qui servait ces enjeux-là de société pour en conduire d'autres, à l'insu des parents, à l'insu de la société, pour qu'aujourd'hui on découvre que dans les écoles, depuis déjà une petite dizaine d'années, mais en tous les cas de manière très massive depuis 5 ans, très massive, l'idéologie du genre, l'idéologie d'une sexualité précoce et infantile a infiltré totalement le système éducatif français, avec des supports de formation, des sites internet sans accès restreint, où on explique la sodomie, la fellation, etc. Vous les avez vus, donc vous voyez de quoi je parle. Où on va expliquer à des enfants qu'ils ont tout à fait le droit, dès 4 ans, dès 6 ans, dès 8 ans, de se sentir fille ou garçon et qu'il n'y a pas de problème. On va inviter les enfants à se travestir en classe. Évidemment, on va inviter surtout les garçons à se travestir en filles. On ne propose pas souvent aux filles de se déguiser en pirate, ce n'est pas ça l'objet. Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a un mouvement idéologique massif. Par rapport à ça, la vraie question qu'il faut se poser, c'est en quoi une politique éducative peut servir des intérêts militants et un agenda militant. Et donc nous, la démarche qu'on a eue avec Maurice Berger et d'autres spécialistes à la fois de la santé et du psychique de l'enfant et de l'adolescent, c'est de replacer la question du point de vue de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire de se dire, de travailler sur 2 questions. La première, c'est est-ce que l'enfant et l'adolescent ont besoin d'une éducation à la sexualité pour grandir et se développer, du point de vue clinique de l'enfant et de l'adolescent? La réponse est non. Deuxièmement, est-ce qu'une politique éducative doit servir à un autre intérêt que celui de l'intérêt des enfants et des adolescents? La réponse est non. Une politique éducative n'a de sens à partir du moment où on parle de l'école, c'est-à-dire du lieu de l'instruction et du savoir, n'a de sens qu'à partir du moment où elle fait primer l'intérêt supérieur de l'enfant sur tout autre intérêt. C'est ça le principe de l'école de la République et c'est ça ce qui doit pousser toute politique éducative. Donc quand on a posé ces 2 questions et qu'à ces 2 questions la réponse est non, on a besoin d'agir, d'alerter et de dire il faut stopper immédiatement cette mascarade qui consiste à faire croire que les séances d'éducation à la sexualité sont 1, dans l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent, 2, elles ont une place en termes de politique éducative parce que c'est bien l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents qui prime. Très bien, merci. Et justement, ça me fait poser une question. Si un professeur ou un maître ou une maîtresse décide de justement passer un cours sur la transsexualité ou sur l'éducation sexuelle pure et dure à des enfants, c'est possible, selon la loi? Alors, déjà, c'est possible, et surtout, ça se fait. Oui. C'est-à-dire que dans les... Alors, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que ce n'est pas assez clair pour le grand public.
parce qu'il y a quand même une intention de masquer la vérité dans cette affaire-là. Une intention volontaire, déterminée. Et on l'a bien vu avec les déclarations invraisemblables de la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, qui nous dit l'idéologie du genre n'existe pas, on ne présente pas des pratiques sexuelles dans le cadre d'éducation sexuelle à l'école. Enfin, je veux dire, c'est même plus du déni, c'est du mensonge. Puisque, et Anne Genetet ne peut pas ne pas le savoir, puisque nous-mêmes, nous avons lancé une action importante à l'encontre d'un livre qui a été mis dans les mains d'élèves de seconde, qui s'appelle Le Club des enfants perdus, qui est un livre qui a été sélectionné dans le cadre du Goncourt des lycéens, qui est un livre à caractère pornographique, mais véritablement pornographique. Nous avons écrit un courrier à Anne Genetet avec une 12aine de pages de propos à caractère pornographique. Ce courrier, Madame Anne Genetet nous a répondu « Il n'y a pas de problème, les professeurs vont bien présenter le livre aux élèves. » Mais vous voyez, Madame Genetet, là, elle oublie une chose, c'est que c'est interdit par la loi. C'est-à-dire mettre entre les mains d'un mineur un contenu à caractère pornographique, c'est un délit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Que ce soit un professeur, que ce soit Madame Genetet, que ce soit n'importe qui, c'est un délit. Or, le livre a un contenu pornographique, manifestement. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où l'éducation nationale est actuellement dans une mécanique de déni et de mensonge, éhontée. C'est-à-dire que là, je vous donne un exemple, mais je pourrais vous en donner sans autre. Prenons des livres de SVT en classe de seconde, où sur le dessin d'un corps, vous avez à l'endroit du sexe le sigle transactiviste, c'est-à-dire on n'a plus homme et femme, on a une infinité de sexes. D'accord ? Ça, c'est de l'idéologie, puisque la science, la nature et tous les professionnels de médecine du monde entier s'élèvent contre ça et rappellent non, l'être humain, il y a 2 sexes, mâle, femelle, fille, garçon, c'est ainsi. Donc, les manuels scolaires aujourd'hui, et ce n'est pas de cette année, c'était déjà il y a quelques années, donc ça veut dire que c'était un programme de l'éducation nationale qui a été envoyé aux maisons d'édition des manuels scolaires qui, eux, ont fait ces propositions, elles ont été validées et ils les ont publiées, enfin, ils les ont même produites, ces manuels. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand vous remettez ça dans le contexte d'un processus de production de manuels scolaires, vous mesurez bien que l'agenda était déjà bien antérieur. Vous mesurez bien qu'il y a eu tout un ensemble de personnes, d'argent public qui ont travaillé à rendre cela possible jusqu'à ce que ce soit des pages dans des manuels scolaires. Et donc ça, si vous voulez, c'est inconcevable pour des gens à peu près sensés qui essayent de ramener un peu de raison dans le débat public, de se dire que face à des preuves aussi manifeste que ça, on puisse avoir encore aujourd'hui des ministres de l'Éducation nationale qui vous disent que ça n'existe pas. Donc ça veut dire que la question c'est pourquoi on nous ment à ce point-là ? Quel est l'enjeu si important pour faire des mensonges pareils ? Et là, ça devient très inquiétant. Là, c'est même, vous voyez, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent aux enfants pour à ce point-là ne pas assumer ce qu'ils font. Je veux dire, ces manuels existent, ces programmes existent, les manuels sont faits à partir de programmes donnés par l'Éducation nationale, il faut être clair, il faut connaître le processus. Alors à côté de ça, vous avez tout un ensemble de livres qui sont lus en classe en dehors de la liste qui est fournie par l'Éducation nationale. Si vous voulez. Et dans ces livres, vous avez des livres sur l'identité de genre. Par exemple, nous, on nous avait transmis dans une mallette pour lutter contre le harcèlement dans des classes de maternelle un petit livre. Alors, je ne sais plus comment c'était, mais enfin, en gros, c'était une petite fille qui se transformait en petit garçon pendant les vacances scolaires. Elle avait 5 ans, voilà. Et donc, elle expliquait sa transformation avec des doudous, des papillons, etc. Donc, dans un environnement très enfantin, où la rêverie est sollicitée. L'enfant peut s'identifier, en fait. L'enfant s'identifie totalement, mais surtout, il s'identifie à un moment où, cognitivement, il est dans une période de rêverie, de fantasmagorie, et donc pour lui, c'est un projet formidable. Je veux dire, c'est un projet dans lequel il a envie auquel il a envie de participer. Je veux dire, c'est que beau. Il n'y a que des jolies couleurs.
Ça fait juste rêver. À aucun moment, on va dire à cet enfant, alors voilà, donc ça c'est le bon côté des choses. Après, il y aura des hormones, enfin des bloqueurs du puberté, des hormones, une prise de poids, des risques de maladies importantes, ça serait réversible, de la chirurgie. Vous voyez, ça c'est pas dit, jamais. Donc si vous voulez, il y a bien une intention manifeste, concrète, de valoriser un propos idéologique, enfin 2 systèmes d'idéologie qui fonctionnent ensemble, qui consiste à mettre la main sur les enfants, et avec une dérive qu'on constate aujourd'hui, qui va encore plus loin, c'est-à-dire que si les parents ne sont pas d'accord, eh bien, aujourd'hui en France, la solution c'est de signaler les parents. C'est-à-dire de faire un signalement des parents pour maltraitance. Il faut quand même voir le tournant anthropologique que nous sommes en train de prendre sur ces sujets-là. Donc si vous voulez, des cas comme ça, nous chez SOS Éducation, mais c'est également l'association Les Mamans Louves, et puis d'autres associations également, nous en recevons en ce moment plusieurs par semaine. Hein, cette semaine, on a des parents qui nous ont envoyé des photos très choquantes, issues d'une brochure de Santé publique France pour soi-disant apprendre la sexualité aux adultes, comme s'ils n'avaient pas déjà compris comment ça se passait. Donc de fellation et de sodomie qui ont été présentées, la brochure, qui n'est pas destinée à des enfants, à des collégiens. Vous voyez, par exemple. On a également reçu tout un PowerPoint de présentation transactiviste qui a été présenté là encore à des élèves sans aucune nuance. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'époque où on avait une intention de prévention qui était admise par les parents, qui était prise en charge par les professeurs parce qu'ils étaient conscients des enjeux et ça leur convenait parfaitement, il n'y avait pas de confrontation avec leur liberté de conscience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les professeurs le faisaient bien volontiers. Faut être clair aussi, avant, il y a, je dirais, 5-6 ans, peut-être un peu plus, mais en tous les cas, entre 2001 et 2015, disons, c'était rare qu'on nous dise que les professeurs ne faisaient pas, dans les cours de SVT, les cours d'éducation à la sexualité, en présentant la reproduction humaine, en expliquant les risques de maladies sexuellement transmissibles, etc. Ils le faisaient, les professeurs, sans que ça pose de problème. Il n'y avait pas d'association militante qui venait prendre en charge ces séances-là. De même que les enseignants de primaire le faisaient bien volontiers, dès lors qu'on ne leur demandait pas de faire autre chose que de la prévention et de protéger les enfants. On voit bien qu'il y a un tournant, et ce tournant, il prend forme aujourd'hui, concrètement, dans le cadre de programmes qui seront bientôt officiels, qui vont, et vous voyez bien que l'agenda, il est redoutable, puisque comme je vous le disais, nous étions encore il y a quelques années, à partir de 6 ans, ce qui est déjà incroyablement tôt. Mais les prochains programmes, c'est dès 3 ans. Vous vous rendez compte, dès 3 ans. 3 ans. D'accord ? Alors on aura, je pense, l'occasion de parler ensemble de la clinique de l'enfant, parce que c'est le vrai sujet, le seul vrai sujet, il est là. Et donc là, on va publier bientôt, parce que de toute manière, face aux gens raisonnables qui alertent, face aux gens raisonnables qui donnent des arguments qui sont fondés sur la science et la clinique de l'enfant, en face, on a un réseau militant, politique, syndical, qui est d'une telle puissance, en nombre, en argent. C'est horrible de dire ça, mais nous, on ne peut pas lutter, en fait. Nos structures ne peuvent pas lutter. Nos structures sont attaquées pour qu'elles ne puissent plus exister. Toutes les structures, comme SOS Éducation, sont attaquées pour les faire taire. Quand je vous dis attaquer, c'est vraiment. C'est-à-dire que SOS Éducation va se taire. Elle n'a pas le choix. Parce qu'on nous attaque de manière éhontée. Et que pour nous défendre, on porte plainte. Mais quand on porte plainte et qu'il faut 5 ans, 6 ans, 10 ans pour obtenir gain de cause, ça s'appelle une asphyxie financière. Mais par exemple, si vous attaque directement, vous... L'administration. Directement, oui. Ouais. Okay. Ouais. Par des contrôles excessifs, auxquels on répond, mais nos réponses ne conviennent pas. Et donc, on nous dit, vous avez peut-être raison, mais vous allez en justice.
Voyez, donc on va en justice. Mhm. Et ça prend 10 ans. Donc on est asphyxié financièrement. Donc on ne peut plus continuer. Voilà. Et c'est nous et c'est d'autres. Donc si vous voulez, il faut vraiment comprendre qu'en face, la puissance est inouïe, les moyens humains et financiers sont gigantesques. Et donc c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est véritablement une attaque de l'enfance. C'est véritablement une prise en otage des enfants dans le cadre scolaire, dans un espace qui est clos. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser totalement la dynamique qui était celle de l'école publique, de l'école de la République, l'école de Ferry, ou de Jean Zay, qui était de dire l'école est un sanctuaire où les malheurs des hommes n'ont pas à entrer. En fait, ils ont fermé les portes de l'école, mais ils ont gardé la clé à l'intérieur, et à l'intérieur, ce sont des idéologies. Et ce qui est en train de se faire est dévastateur, d'autant plus quand l'ensemble des administrations françaises sont complices de cela, avec des formes de législation nouvelles, soit par des protocoles, des recommandations, comme la Haute Autorité de Santé, ce qui vient d'être annoncé hier en avant-première. Alors on verra les résultats définitifs, mais concernant la transition des mineurs, où il devrait être décidé que les parents qui ne suivraient pas la transition, ne seraient pas favorables à la transition de leur enfant, pourraient être déchus de leur autorité parentale. Il est quasiment demandé la même chose à demi-mot pour les parents qui s'opposeraient à l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui demandé, via des vade-mecum, dont on a pu prendre connaissance, notamment un vade-mecum actuel par l'Académie de Rennes, qui est transmis à tous les enseignants, où on leur dit, si un parent contestait l'éducation à la sexualité que vous faites, vous ne répondez pas, vous en parlez directement à votre chef d'établissement, vous engagez directement une action au rectorat, vous engagez directement une mission, un engagement pour contestation d'enseignement, au même titre que de l'islamisme radical. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la manipulation, d'accord? Donc par exemple, si je suis parent et que je ne suis pas d'accord avec le cours d'éducation sexuelle qu'on donne à mon enfant et que j'en réfère au professeur ou quoi, ou si je ne mets pas mon enfant à l'école, ça peut me revenir dessus du coup. Ça peut revenir sur le parent. Alors, ça, d'abord, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que si par exemple, comme beaucoup de parents le font aujourd'hui, vous apprenez quasiment au dernier moment que votre enfant la classe de votre enfant va avoir un cours d'éducation à la sexualité. Vous êtes informé, vous êtes un petit peu anxieuse, donc vous voulez vous assurer qu'il n'y aura pas de choses, à la fois de l'idéologie du genre et à la fois des propos à caractère sexuel qui consisteraient à présenter à votre enfant des contenus auxquels il n'est pas préparé, qui vont avoir pour conséquence sur votre enfant de créer un traumatisme psychique. C'est grave quand même. Vous êtes informé de cela. Donc vous écrivez à l'établissement. J'ai été informée que la classe de mon enfant va suivre un cours d'éducation à la sexualité. Je souhaite connaître qui va le réaliser, qui de l'équipe éducative sera présente, quel en sera le contenu. Je vous rappelle, via la circulaire de 2018, que, en tant que parents, nous devons être informés. Un membre de l'équipe pédagogique éducative doit obligatoirement être présent, si ce n'est pas le professeur qui fait l'intervention. Et le cadre de l'intervention est strict, ce n'est pas d'idéologie du genre et pas de propos à caractère sexuel. Propos à caractère sexuel, ça veut dire qu'on ne parle pas d'érection, d'éjaculation, de fellation, de sodomie, de masturbation, de pénétration, etc. Si vous dites ça, deux options. Soit l'établissement scolaire est à peu près censé. Il va vous répondre, vous avez absolument raison, ne vous inquiétez pas, nous sommes bien conscients des dérives actuelles et nous pouvons vous garantir que c'est le professeur de votre enfant qui fera ces séances, qu'elles seront bien dans le cadre qui est prévu, les contenus sont bien, etc. Merci, vous m'avez rassuré, pas de problème. Soit on va vous dire, mais écoutez, de toute façon, on ne connaît pas de contenu, oui, vous inquiétez pas, ça se passe très bien, sans vous donner des réponses précises aux questions que vous avez demandées. Là, si vous dites, écoutez, moi, puisque vos réponses ne sont pas précises, moi, je considère qu'il y a un risque pour mon enfant, il ne participera pas à ce cours-là. Là, c'est vous qui êtes en tort. C'est-à-dire que c'est un enseignement obligatoire. Donc, vous vous rendez
vous mettez en situation de commettre un délit de non-assiduité à un cours obligatoire, un enseignement obligatoire. Le chef d'établissement, pour peu que vous soyez dans une académie qui est particulièrement active au niveau militant et syndical et politique, eh bien, vous pouvez avoir le chef d'établissement qui va en référer au rectorat et qui va signaler qu'il y a une contestation d'enseignement de votre part. Donc, il va faire alors, je ne sais plus comment le terme exact, ça doit être fait de contestation. Je crois que le formulaire s'appelle fait de contestation. Donc, ils vont faire un fait de contestation comme quoi vous contestez cet enseignement. Et nous, on a des situations comme ça très régulièrement. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, la défiance des parents sur l'école, qui était jusqu'alors plutôt axée sur le niveau n'est pas bon, le harcèlement ou encore voilà, ou des choses comme ça, eh bien, est en train de devenir une rupture. Une rupture qui n'est pas loin de devenir inquiétante, j'entends par là même dangereuse, si vous voulez. Dangereuse. Tout ça peut très mal finir. Parce qu'à partir du moment où on refuse de discuter avec les parents de contenus qui, de par la nature même du registre intime, est délicat, et complexe, et subtil, auquel il entend s'attaquer, si vous voulez, dont le risque de commettre un traumatisme sur l'enfant est avéré, cliniquement. Ce refus d'échanger sur le sujet de l'intérêt primordial de l'enfant, de sa santé, parce que là, en l'occurrence, c'est ce que ça concerne, santé physique et psychique, crée une situation inédite entre, d'un côté, une école totalement politisée et idéologique, et de l'autre côté, des parents qui veulent qu'une chose, c'est qu'on instruise leurs enfants sans leur nuire. Donc, si vous voulez, la situation actuelle est extrêmement inquiétante. Et tout ça, si on essaie de comprendre la manière dont les choses se sont progressivement orchestrées, eh bien, il y a un avant et un après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est évident. La haute autorité à l'égalité homme-femme, qui a été longtemps sous la direction de Marlène Schiappa, en la matière, a été extrêmement active. C'est-à-dire qu'ils ont rendu possible, notamment par la circulaire de 2018, qui va annuler la circulaire de 2003 dont on parlait tout à l'heure, pour donc, l'annuler et la remplacer. La circulaire de 2018 fait entrer les associations dans l'école. Elle instaure le fait que ce sont véritablement les associations qui peuvent entrer. Alors, c'était déjà possible, mais là, on passe à un niveau supérieur et on va se rendre compte que, puisque les contenus progressivement ont évolué, puisque les intentions idéologiques sont beaucoup plus manifestes, on voit bien que les actions ne sont pas réalisées. Et c'est vrai que quand les militants, notamment SIDAction, SOS Homophobie, le planning familial, ont menacé Pape Ndiaye d'attaquer l'État pour non-réalisation des 3 séances et donc non-réalisation de la loi de 2001, vous savez, quand ils font cette menace-là, ils annoncent qu'il y a moins de 15% des séances qui sont réalisées. C'est vrai qu'elles ne sont pas réalisées. Mais la vraie question, si on était avec des politiques qui étaient charpentés, qui avaient le costume, ça aurait été de se demander pourquoi elles ne sont pas réalisées. Pourquoi les professeurs ne les réalisent pas, si vous voulez. Et là, peut-être qu'on se serait rendu compte que ce n'est pas le rôle de l'école. Parce que le rôle de l'école n'est pas d'éduquer, mais d'instruire. Donc, rien que le terme éducation à la sexualité, que nous réfutons dans nos travaux, n'a aucun sens. On n'éduque pas à la sexualité. La sexualité, c'est une capacité élaborée, cognitivement, affectivement, psychiquement, qui s'exerce entre 2 êtres qui sont, un, sexuellement fonctionnels, ce qui en extrait de facto les enfants, consentants, évidemment, dans une relation intime qui n'appartient qu'à eux. Et à partir du moment où des adultes ayant autorité sur des enfants, dans un cadre collectif qui est celui de la classe, considèrent qu'il est envisageable d'aller éduquer aux bonnes ou aux mauvaises manières
de l'entrée dans la sexualité, si vous voulez, c'est une immersion et une effraction dans un espace expérientiel qui est celui de l'adolescence. Et quelque part, c'est voler cet espace-là aux adolescents. C'est-à-dire ne pas leur donner la possibilité de faire cette expérience pas à pas au rythme de chacun, ce qu'on a tous fait. Dans une approche de la sexualité sur laquelle il faut quand même qu'on prenne tous un peu de hauteur, c'est-à-dire que ça n'a pas changé de manière extraordinaire depuis les 50 dernières années. Je veux dire, les premiers rapports sexuels sont encore à 17 ans pour les filles et les garçons, avec quelques mois d'écart entre les filles et les garçons, et ça évolue de quelques mois, mais pas beaucoup. On parlera de la question du porno, on en parlera. Mais en dehors de ce point particulier qu'est le porno, l'entrée dans la sexualité procède d'un mécanisme progressif qui appartient à l'intime des adolescents et qui constitue quelque chose de totalement expérientiel qu'ils doivent faire, qui est constitutif de leur capacité à développer ce qu'on appelle, d'un point de vue clinique, leur identité psycho-affective. Et ce travail-là, intime, personnel, à leur rythme, ils vont devoir le faire par l'expérience. Et cette expérience, c'est un moyen pour eux de pouvoir jauger, au fil des expériences, justement leur orientation, justement s'ils ont des attirances homosexuelles qui ne sont pas des orientations, et de faire le cheminement qui n'appartient qu'à eux. Et à partir du moment où on entend vouloir normaliser ça, fixer un cadre d'éducation à cela, avant même que ces adolescents se posent des questions, on leur vole leur expérience intime, on leur vole une partie de leur adolescence, on leur vole la possibilité de faire ce processus à leur rythme qui va leur permettre d'élaborer une identité psychosexuelle qui va se mettre en œuvre à partir de la puberté, donc on va dire en moyenne vers 12-13 ans, jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut au moins 8 ans, et on est, vous et moi, plus âgés que 20 ans, et tous, en tant qu'adultes, on sait que même à 20 ans, on n'a pas encore exploré toute la dimension psychosexuelle de notre identité et qu'il faudra encore bien des années pour savoir qui nous sommes, ce qu'on apprécie, la façon dont on veut vivre notre sexualité, tout à la fois dans la relation, dans l'intimité. Donc, si vous voulez, cette réalité de la clinique de l'adolescent n'est absolument pas respectée. Et elle n'est pas prise en compte. Et donc, prétendre faire une éducation à la sexualité, c'est une erreur sémantique grave parce qu'elle est consciente. Elle ne serait pas grave si c'était une erreur inconsciente. Mais elle est grave parce qu'il y a un mouvement idéologique derrière qui la pousse. Et c'est là où c'est grave et c'est là où on met en danger à la fois les enfants et on met en danger les adolescents. Pour les enfants, c'est exactement la même chose. Les enfants, si vous voulez, ce ne sont pas des adultes en miniature. Vous l'avez vu parce que vous avez lu le livre, ce dont je vous remercie, c'est assez rare pour être signalé. En tous les cas, quand on nous interroge, malheureusement, j'ai souvent remarqué qu'on nous interrogeait avec des points de vue idéologiques, mais les gens n'avaient pas lu le livre. Donc c'est plus agréable de pouvoir échanger avec quelqu'un qui l'a lu. Et comme vous l'avez vu, on passe quand même tout le premier chapitre des 3 chapitres du livre. Sur l'enfant sexualisé. Voilà. Donc sur l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant, quelles sont les aptitudes cognitives et affectives d'un enfant entre 0 et 3 ans, 3 et 6 ans, ensuite 7-12 ans, etc. Et on explique très bien que de 3 à 6 ans, d'ailleurs je crois que dans le livre, à un moment, on dit, à tort, oui, il est pas très vieux, on a commencé à faire ce travail il y a moins de 2 ans, donc vous voyez, il y a moins de 2 ans, on avait encore l'espoir qu'il n'irait pas jusqu'à faire l'éducation à la sexualité dès 3 ans. Je veux dire, ça a changé depuis. Bon. Mais entre 3 et 6 ans, l'enfant est dans ce qu'on appelle une vision fantasmatique. C'est-à-dire qu'il est porté par des pulsions de savoir, qui ne sont évidemment pas des pulsions
sexuelle, hein, c'est inepte et inapte pour l'enfant, pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas développé cognitivement pour ça. Hein. L'enfant est dans un monde imaginaire, il a des capacités cognitives qui sont très restreintes, il ne peut pas, quand il vous raconte une histoire, il n'a pas conscience du tout que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Voyez. Quand un enfant vous raconte quelque chose, vous y étiez. Voyez. C'est comme ça s'impose à nous. Voilà, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est un être très vulnérable, en développement, et qui a des capacités cognitives extrêmement réduites entre 3 et 6 ans. C'est-à-dire c'est un être sensoriel qui est poussé par des pulsions de savoir qui sont l'énigme de la vie. Donc, comment il est venu au monde, qu'est-ce que font papa et maman quand ils sont dans leur chambre, et pourquoi on n'a pas le droit de rentrer sans demander, et voilà. Et en fait, à cet âge-là, l'enfant, il va s'inventer des histoires. Et ces histoires, elles ne lui sont pas nécessaires uniquement pour se faire ses propres réponses, elles lui sont aussi nécessaires parce que c'est les prémices de sa curiosité. C'est-à-dire qu'à ces âges-là, l'enfant invente son monde, qui est un monde irréel. Et d'ailleurs, si vous venez lui dire, et quand on a des enfants, ou quand on voit des enfants faire, on est toujours très ému de voir à quel point ils sont dans leur histoire, dans leur truc. On se regarde, regarde, il est à fond, il est à fond. Et il est à fond parce que c'est sa réalité, en fait, à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas comprendre, mais lui ne peut pas comprendre que vous ne compreniez pas. Voyez. Donc, l'enfant, lui, à ce moment-là de son existence et de ses capacités, parce que c'est bien ce qu'il faut comprendre, ses capacités en sont là à ce moment-là, vous pouvez très bien lui dire, c'est pas comme ça que ça se passe, il va garder sa vision à lui, qui est le réel. Et le seul réel avec lequel il arrive, lui, à construire tout un ensemble de théories qui lui sont utiles. Et ces mécanismes cognitifs de rêverie et de curiosité mélangés sont indispensables pour développer ces aptitudes créatives globales. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans cette obsession de sexualiser l'enfant, on oublie que pour l'enfant, tout n'est pas sexuel, en fait. Ces aptitudes cognitives de curiosité, de rêverie et d'élaboration de théories constituent le ferment de la créativité de l'enfant pour tous les autres domaines. Et donc, ça va durer de 3 jusqu'à 6-7 ans. Et puis, entre 7 et 12 ans, l'enfant rentre dans une autre période, qui est la période qu'on appelle de latence, je fais très rapide, hein, et où cette curiosité va devoir être nourrie par des savoirs. Des savoirs savants. C'est pour ça qu'on rentre dans la période qu'on appelle à l'école les savoirs fondamentaux. Alors pourquoi c'est très adapté à l'enfant de 7 à 12 ans? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'est absolument pas capable d'abstraction. Il n'est que dans le concret, il a une pensée concrète exclusive, et ce qu'il apprend, il doit le mettre en œuvre immédiatement. C'est pour cela que dans les méthodes pédagogiques, si on s'extrait des pédagogistes et des méthodes idiotes qui n'ont aucun effet sur l'apprentissage, l'enfant, pour apprendre, parce qu'il en est là de sa capacité cognitive, eh bien, il va devoir apprendre 2 plus 2 font 4, et il va l'expérimenter avec des pions, voilà, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on passe de la théorie pratique, théorie pratique, théorie pratique. On apprend quelque chose, on fait des exercices, etc., etc. Et plus on est dans le pratique, plus l'enfant va s'approprier les apprentissages. Quant à ces âges-là, vous allez lui parler de quelque chose qui est inepte pour lui, hein, comme la sexualité, quelque chose qu'il ne peut pas ressentir. C'est-à-dire que si vous lui dites à cet âge-là, comme c'est le cas dans certains petits livres, où on apprend aux enfants qu'ils peuvent se masturber et que ça leur fait du bien et qu'ils peuvent le faire sous la couette et ça fait des guilis partout et c'est super, eh bien, l'enfant, si vous voulez, si vous présentez ce genre de choses dans un registre du sexuel, l'enfant va vouloir l'essayer. Alors, il va obligatoirement l'essayer et il va rentrer, malgré lui, dans un registre de sexualité, dans un registre du sexuel, qui va ramener à l'école, enfin à la maison en plus. C'est-à-dire que, évidemment, heureusement, on n'en est pas là encore, mais on ne fait pas les travaux pratiques dans la classe. Hein. Voilà. Mais, par contre, c'est le mode d'apprentissage, si vous voulez. Ils le font dans toutes les autres matières. Donc, c'est sûr qu'après, l'objectif, ça va être de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'ils vont regarder si ça marche quand ils le font. Ils vont le refaire dans la cour, ils vont le faire dans les toilettes de la cour, ils vont le faire à la maison. Et là, l'école, elle commet
un préjudice très grave et très dangereux. C'est-à-dire qu'elle va se trouver initiatrice, incitatrice de la sexualisation des relations que l'enfant va apprendre à l'école et ramener à la maison. Alors que la maison est le lieu par excellence où il n'y a pas de registre sexuel, où les parents doivent, dans l'intérêt des enfants, ne pas sexualiser leurs relations. C'est-à-dire qu'ils évitent d'avoir des gestes, des pratiques à connotation sexuelle devant leurs enfants. C'est en dehors des enfants, dans la chambre, la porte fermée, etc. À la maison, on est sur l'affectif. Voilà. Alors, parfois, on nous dit, oui, mais les enfants, ils se tripotent, etc. Oui, mais c'est de la sensorialité. Ils découvrent leur corps. Exactement. On n'est pas dans un registre de sexualité. On n'est pas dans un registre érotique. On n'est pas dans le registre du fantasme. Voilà. Et projeter sur les enfants le registre de la sexualité adulte conduit les enfants à rentrer dans un processus de sexualisation précoce qu'ils ne peuvent pas s'approprier, qu'ils ne peuvent pas intégrer à la fois physiquement, mais encore et surtout affectivement. C'est-à-dire que jusqu'à 14 ans, par exemple, d'un point de vue cognitif et affectif, il est extrêmement difficile pour un enfant, un adolescent, entre 12 et 14 ans, on va parler d'adolescent, mais avant 12 ans, de faire la différence entre l'amitié et l'amour. C'est quasiment impossible. Or, amitié et amour n'est pas la même chose. Et affection et sexualité n'est pas la même chose. Pourquoi c'est très important de dissocier ces choses-là ? Parce que dans le cadre des abus sexuels sur les enfants, et dans le cadre de l'inceste, la mécanique de l'agresseur, c'est l'affection. Et donc, aller dire à des enfants, apprendre à des enfants que pour se faire plaisir, on peut se caresser. Que quand on s'aime, on se fait des caresses. Alors évidemment, on ne va pas dire ça en même temps. On va dire peut-être à un moment d'une séance, pour se faire plaisir, on peut se faire des caresses, etc. Ça s'appelle la masturbation, etc. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a. On a des preuves comme quoi c'est dit ou c'est lu à des enfants en maternelle, en primaire. Hein. Donc voilà, pour se faire plaisir, on peut se caresser, etc. Voilà. Et puis à un autre moment, on va dire, quand on s'aime bien, on se fait des caresses, on se fait des bisous. Mais tout ça, c'est très confus dans l'esprit d'un enfant qui n'a pas la capacité cognitive et psychique de mettre à distance les informations qui lui sont données. C'est impossible. Je veux dire, il ne peut pas. C'est-à-dire que on le voudrait, son cerveau n'en est pas là de sa maturité. Donc en faisant ça, on crée une confusion dans l'esprit des enfants qui en fait très clairement des proies à des prédateurs sexuels. En fait, on est passé d'un côté prévention à mon corps, mon choix, à inciter l'enfant à découvrir son corps, mais ce qui peut amener par exemple des histoires, un oncle, une tante, ça peut être un père, une mère. L'enfant peut se dire, c'est normal ce qu'il me fait, vu qu'à l'école on m'a dit, se caresser c'est logique. Donc en fait on peut amener ce côté... Alors on crée de la confusion dans l'esprit des enfants. Alors je voudrais juste revenir sur un élément que vous avez dit, ça me semble important. C'est pas pour vous corriger, mais je crois que c'est important. Mon corps est à moi. C'est le principe de base. Et ce principe de base, mon corps est à moi, ils se font non pas sur un choix, parce que vous avez dit après, mon corps, c'est mon choix. Oui. Et ça, non, du tout. Okay. Surtout pas. On pourra en reparler, mais surtout pas. Pourquoi ? Parce que ce qui est fondamental pour les gens qui nous écoutent, qu'ils comprennent, c'est que jusqu'à la puberté, c'est-à-dire en gros jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de consentement. Il n'y a que des interdits. Les interdits sont constitutifs, je dis bien constitutifs, de la construction identitaire de l'enfant. L'enfant, pour se construire, il a besoin d'un certain nombre de choses très simples. D'abord, qu'on lui foute la paix, vraiment. Première chose. Qu'on le laisse être un enfant. Qu'on lui laisse vivre son enfance. Qu'on ne vienne pas projeter sur lui des désirs d'adulte, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, il faut être clair. Qu'on ne vienne pas projeter sur lui les pratiques sexuelles des adultes. Qu'on ne vienne pas dire, quand il est dans la sensorialité de découvrir son corps en se touchant, que c'est de la masturbation. Non, il n'a pas besoin d'images érotiques, lui, pour se masturber. Il n'a pas besoin d'une projection psychique érotique. C'est pas ça, lui, qui fait. Je veux dire, il a une réaction sensorielle au même titre quand il se fait des guilis, etc. Il constate qu'il y a effectivement des réactions sensorielles. Mais ce n'est pas de la sexualité
et ce n'est en rien du plaisir sexuel. Donc, quand on est avec cet enfant, si vous voulez, à qui on va aller dire, effectivement, que ton corps est à toi, ça veut dire qu'il y a un interdit, ça veut dire qu'il y a une frontière infranchissable entre les générations. Les adultes n'ont pas le droit de toucher les parties intimes d'un enfant. C'est interdit. C'est interdit et c'est très grave. Et ils n'ont aussi pas le droit de demander à un enfant de leur toucher les parties intimes. Ton corps est à toi, personne n'a le droit de le toucher. Quand tu es assez grand pour faire ta toilette, tu la fais tout seul. Et à part le médecin pour des soins, il devrait te demander ton autorisation. On ne peut pas toucher tes parties intimes, on peut pas, c'est à toi. C'est un trésor, on ne peut pas les toucher. Et personne n'a le droit de le faire. Et il y a des gens très méchants qui le font en disant aux enfants que c'est parce qu'ils les aiment très fort. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence. Ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Ce n'est pas de la relation, c'est de la destruction. Les enfants ont besoin d'interdits pour se construire. Ils ont besoin d'interdits pour se construire à un moment où c'est le seul moyen pour eux de constituer les fondations solides à la construction d'une identité équilibrée. Et cette identité équilibrée, c'est ce que nous rappellent en permanence les professionnels de la clinique de l'enfant, les professionnels du psychisme de l'enfant et de l'adolescent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'enfant, en fonction de ses stades d'âge, donc de 3 à 6 ans, puis de 6 à 9 ans, puis de 9 à 12 ans, il a d'abord besoin de s'identifier à ses parents. Il a d'abord besoin de s'identifier avec la différence des sexes. Il a besoin qu'on lui dise « fille et garçon, c'est différent, il n'y a pas de lien entre les deux et il n'y a pas de passage de l'un à l'autre ». Il a besoin de ça pour se construire. Sinon, on met en péril un socle qui est fondamental pour lui. Or, il faut être clair, dans une politique éducative, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'enfant. Ce n'est pas l'adulte qui a besoin de se sentir reconnu en tant que personne trans par un enfant de 3 ans. Ce qui est important, c'est que l'enfant de 3 à 6 ans, on lui dise, voilà, il y a des frontières que personne n'a le droit de franchir. C'est, tu nais avec un sexe de fille, tu nais avec un sexe de garçon, t'es fille, t'es garçon, point. Alors, tu peux te mettre du rouge à lèvres pour t'amuser. T'en es pas moins un garçon. Tu peux porter un pantalon et avoir une épée, t'en es pas moins une fille. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait que tu sois une fille et le fait que tu sois un garçon, c'est inscrit dans chacune de tes cellules. Et tout ton développement sera fait par rapport à ça. Psychiquement, évidemment au niveau cérébral et au niveau hormonal. C'est une réalité, une infranchissable différence des sexes, qui n'a rien à voir avec l'égalité, entendons-nous bien. Ensuite, il y a la frontière de génération, infranchissable également. Tu es un enfant, nous sommes des adultes. Tu es un enfant, tu es vulnérable, nous sommes des adultes, on est là pour te protéger. C'est pourquoi tous ces programmes et toutes ces idéologies qui consistent à faire croire à l'enfant qu'il est capable de décider pour lui-même sans jamais se tromper, c'est une inversion des positions. C'est que là, on franchit cette fameuse frontière qui doit être infranchissable, qui est celle de dire « t'es un enfant, t'as le droit de te tromper. T'es un enfant et tu vas faire des erreurs. T'es un enfant et tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, ceux qui vont te ramasser sont les adultes. » Mais non pas de lui dire « écoute, il y a un grand fossé là, jette-toi dedans, t'inquiète pas, t'es un enfant, tu t'en sortiras tout seul. » Voyez ? Et tous les procédés qui sont mis en œuvre au service des deux idéologies dont on parlait au début de notre entretien, l'idéologie du genre et l'idéologie de la sexualité infantile, consistent en une inversion de la place des enfants et de la place des adultes. Et dans les programmes de l'OMS notamment, ces fameux programmes d'éducation à la sexualité pour l'Europe, dont on se demande bien pourquoi on va demander à une organisation mondiale de la santé gavée d'infiltration, de militantisme, et de structures ayant des intérêts financiers dans l'affaire, on se demande bien pourquoi on a besoin de ces gens-là pour nous dire comment on doit faire la prévention dans le cadre de la lutte contre l'inceste et l'information sur la sexualité dans le cadre de la prévention de notre jeunesse, pourquoi on a besoin de ces gens-là alors qu'on a en France les meilleurs cliniciens, notamment reconnus de manière internationale, sur la santé et le psychique des enfants et des adolescents. Il faut quand même se poser la question. Et donc, dans les travaux de l'OMS, dans la production de l'OMS, les tableaux, c'est écrit dedans, on doit apprendre à l'enfant à se protéger lui-même
à être le propre protecteur de sa santé. Et on le voit bien dans les programmes d'éducation à la sexualité, on voit bien dans les recommandations du fameux CESE, qui dit il faut faire l'éducation à la sexualité. Si les parents ne sont pas d'accord, eh bien ils ne sont plus les parents, on va enlever leur autorité parentale. On voit bien tout le côté machiavélique de cette puissance administrative avec des agences soi-disant indépendantes qui ne le sont pas du tout, qui visent à enlever l'autorité des parents davantage et à rendre les enfants en position de mini-adultes de manière à les endoctriner et à inverser la charge de la responsabilité de la protection, puisque la charge de la responsabilité de la protection, elle appartient aux adultes et elle appartient en priorité aux parents. Et d'ailleurs, c'est un devoir des parents. C'est-à-dire qu'un parent qui ne va pas faire ce qu'il faut pour le soin de son enfant, pour la santé de son enfant, il peut être évidemment condamné. Donc si vous voulez, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui est déjà en place dans l'école, dont on a des preuves manifestes, dont on ne cesse d'alerter, mais force est de constater, par rapport à ce qui se passe à la Haute Autorité de Santé sur la transidentification des mineurs actuellement, ou avec l'éducation à la sexualité qui est en train de se mettre en place, qui est ni plus ni moins le cheval de Troie de l'idéologie du genre et de la sexualité infantile, on voit bien qu'il y a une prise d'otage des enfants, dès 3 ans maintenant, contre la clinique de l'enfant et de l'adolescent, contre les besoins des enfants, contre les mesures les plus élémentaires qui sont nécessaires pour leur prévention, notamment ce qu'on est en train de faire va à l'encontre de ce qui est utile, notamment dans le cadre du plan de lutte contre les abus sexuels sur les enfants et contre l'inceste, et notamment ce qu'on doit faire absolument pour accompagner les adolescents dans la phase d'entrée dans la sexualité, où là effectivement, à partir de 12 ans, on n'en parle plus avec les parents, et c'est normal, parce que les enfants, les adolescents vont rentrer dans une phase, là encore, que l'on connaît bien sur la clinique de l'enfant, qui consiste à s'individualiser, à s'autonomiser, voire à aller contre les parents. C'est la période où on va faire des expériences, on va tenter des choses, on va se mettre en danger, c'est normal. On va avoir des relations à l'autre qui ne sont pas des relations d'altérité, mais qui sont des relations où on se cherche dans le regard de l'autre. L'autre est notre miroir dans les premières expériences sexuelles. On est moins dans la relation que dans savoir qui on est et de quoi on est capable. Et donc tous ces processus-là, qui sont des processus du développement de l'adolescence, dans un moment de perturbation, de transformation pubertaire, qui peut être très violent, où on a très souvent des détresses pubertaires qui sont très invalidantes. On va avoir des jeunes gens, notamment beaucoup d'adolescentes, qui vont avoir des phénomènes de dépression importants, qui vont avoir des troubles évidemment alimentaires, des pensées suicidaires, des scarifications, donc un mal-être adolescent qui accompagne cette phase très difficile pour nombre d'adolescents. Dans ce moment-là, effectivement, l'école a un rôle à jouer. Mais elle n'a certainement pas le rôle de parler des pratiques sexuelles, de leur faire des cours pour leur dire comment ils doivent entrer dans la sexualité. Certainement pas. Elle doit travailler autrement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans les livres. Justement, certains, vous le disiez tout à l'heure, certains disent que ne pas adhérer à ces programmes, entre guillemets, c'est être rétrograde. Du coup, est-ce qu'être un parent inquiet à l'heure actuelle, c'est être résistant en France ? Alors ça me fait rire parce que vous êtes très gentil quand vous dites que remettre en question ces programmes, c'est être rétrograde, vous êtes très très gentil. Oui. Je vous taquine. Alors, 2 choses. D'abord, nous on remet en question ces programmes parce qu'ils ne sont pas faits par des professionnels de la santé et de la clinique des enfants et des adolescents, mais qu'ils sont faits par des militants. Il faut être très clair. Nous, et on le dit quand même, je pense, assez bien dans le livre, on a fait plus de 150 recommandations au Conseil supérieur des programmes. On y est allé avec 3 médecins, dont c'est la spécialité à la fois du bébé, de l'enfant, du psychisme, de l'adolescent et de la sexualité. On ne peut pas être plus professionnel en la matière. On a fait moult recommandations. On a expliqué que si on ne remettait pas en place la médecine scolaire, faire aujourd'hui ces programmes en n'ayant absolument pas la capacité de prendre en charge la parole de l'enfant, le risque est beaucoup plus important que le bénéfice à faire. On a rappelé sans cesse que nous sommes favorables à la prévention pour les enfants, c'est-à-dire les mineurs prépubères,
favorable aux actions de prévention, évidemment, dès le CP, Mon corps est à moi, de manière régulière, avec une professionnelle de la santé formée à la vie affective, relationnelle et sexuelle, en fonction des âges qui viendraient se présenter chaque début d'année à la classe, qui emmènerait ensuite l'ensemble de la classe dans un lieu qui aurait été aménagé pour les enfants, pour qu'ils voient qu'il y a un lieu où ils peuvent venir parler, où ils peuvent aller poser leurs bobos. Voilà. Mettre en place tout le système pour que l'école participe là où elle peut au plan de lutte contre l'inceste et les abus sexuels. Nous, on a des propositions très concrètes en la matière. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire. On ne l'a jamais dit. D'ailleurs, sur la pétition qu'on a lancée, le premier mot, c'est oui à la prévention. Donc, si vous voulez, c'est oui à la prévention, non à la sexualisation précoce des enfants. On ne peut pas être plus clair. Donc, on est pour la prévention, évidemment. Et on est aussi, ce qui d'ailleurs nous amène beaucoup d'attaques de la part de certains militants qui sont, de notre point de vue, excessifs. C'est-à-dire que nous, par contre, on est également favorable à une information sur la sexualité adaptée à l'âge des adolescents, jamais avant la 5e et la 5e juste pour commencer sur la reproduction humaine et à commencer à aborder d'autres sujets à partir de la 4e et en fonction de l'âge avec un agenda qui serait établi avec des cliniciens, c'est-à-dire des pédopsychiatres, des gynécologues, des spécialistes du psychisme de l'adolescent pour accompagner justement toutes les perturbations pubertaires, ce qu'on appelle la détresse ou l'angoisse de sexuation pubertaire, c'est-à-dire l'angoisse d'entrer dans la sexualité que peuvent ressentir tout un ensemble d'adolescents au moment justement où ils vont entrer dans la sexualité et ça peut les effrayer. Donc tout le travail qui est à faire, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. On dit qu'on n'appelle pas ça l'éducation, on appelle ça l'information sur la sexualité et qu'il faut le faire en fonction de l'âge et il faut le faire en s'adaptant au rythme des ados puisque, et on le rappelle aussi, on ne parle pas impunément de sexualité dans un cadre scolaire et certainement pas quand on est un adulte. Et donc cette responsabilité oblige ceux qui vont le faire à accepter l'idée que même à 14 ans, tous les élèves ne sont pas prêts à tout entendre et que ce qui est vrai pour les enfants est également vrai pour les adolescents. C'est un principe de base des pédopsychiatres et des psychiatres et psychanalystes. On ne devance jamais les questions d'un enfant ou d'un adolescent. Voilà. On ne le fait pas parce que ça crée un traumatisme psychique. Et donc ça, c'est un principe qu'on devrait tous respecter à l'école. Or, il ne peut pas être respecté. Exemple tout simple, vous avez 30 élèves, il y en a un qui pose une question dans une boîte, l'intervenant prend la question, il la pose à la classe. C'est une question d'un élève, elle s'impose aux 29 autres, et la réponse, ça va être dite à 30, dont une grosse partie n'aura certainement pas été là de son développement. Et donc là, on va créer un traumatisme chez ces enfants-là. Voyez ? Et ce que je vous dis là, c'est des choses qui nous ont été rappelées par des professeurs de SVT, notamment, vous avez vu le livre, on a un très beau témoignage d'une professeure de SVT qui explique très bien comment elle, dans son parcours universitaire, elle était totalement en décalage, elle a fait ses cours, elle le reconnaît, et avec le recul, elle se souvient d'un élève qui était un peu un gros bras en classe, et qui, quand elle a montré des images de rapports sexuels et d'accouchement, a fait un malaise. Et à ce moment-là, elle est allée le voir, il lui a dit « c'est parce que je n'ai pas mangé, etc. » Et aujourd'hui, elle dit « bien sûr que c'était ça, bien sûr que ça l'a percuté psychiquement. Et moi, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'étais pas consciente que je pouvais nuire. Je n'ai pas aidé cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça ? Est-ce que c'était trop tôt ? Et auquel cas, il aurait fallu qu'on l'aide à accepter le fait que c'est lui qui avait raison, qu'il n'était pas prêt, qu'on l'a obligé à rentrer trop tôt dans quelque chose que lui-même avait mis à distance pour de bonnes raisons. Ou est-ce qu'il était déjà en contact parce qu'il était soit consommateur de porno et donc ça avait fait quelque chose en lui qu'il avait percuté, ou est-ce qu'il était victime d'abus ? On ne le saura jamais parce qu'on est passé à côté de sa réaction, on a considéré que ce n'était pas le symptôme de quelque chose qui était lié à un psychotrauma par rapport à ce qu'on lui montrait. Donc tout ça, si vous voulez, m'amène à dire aujourd'hui que quand vous avez le langage, j'espère, de la raison, qui est le nôtre, le discours de la science, qu'on essaie de porter avec des professionnels de la médecine et du psychisme, eh bien, on ne se fait pas traiter que de rétrograde. Aujourd'hui, on se fait traiter en premier de mal baisé. Je dis parce que c'est intéressant.
C'est pour ça que quand je vous dis rétrograde, c'est très très gentil. On se fait traiter de pédophile et de pédocriminel. On nous dit qu'on est pour la pédophilie. On nous dit qu'on est pour maintenir les abus sexuels dans le cercle familial. On se fait traiter de radicaux catholiques ou religieux. Anti-woke aussi, je suppose. Alors non, anti-woke même pas, non. Non. Mais alors rétrograde, vraiment, non, ça serait presque un compliment. Okay. Voilà. Mais quelque part, si vous voulez, tout ça, ça ne nous atteint pas parce qu'on s'en fiche en fait. D'abord parce qu'on sait qui on est, généralement. Quand vous êtes, comme on l'est nous, des lanceurs d'alerte, même si le terme ne me plaît pas beaucoup, mais en tous les cas, quand on essaye de produire un contenu rigoureux et qu'on est disposé à débattre avec des gens qui acceptent de débattre argument contre argument, si vous voulez, c'est tellement pauvre ce qui nous est renvoyé en face que ça ne nous importe pas beaucoup et qu'on se dit que pour qu'il y ait une telle violence dans les insultes qui nous sont renvoyées quand on dit quelque chose qui est juste la clinique de l'enfant. Vous voyez que c'est juste de l'analyse clinique du développement des enfants, âge par âge. Enfin bon, vous avez vu le livre. Je rappelle quand même que le livre n'est que le rapport de 250 pages qui est accessible gratuitement sur le site de SOS Éducation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est accessible gratuitement. Si vous voulez, ça en dit long quand même sur l'obscurantisme idéologique qui est en œuvre sur ces questions-là. Voilà. Moi, j'ai aucun problème à débattre avec qui que ce soit sur ces questions-là, dès lors qu'on débat d'argument contre argument, si vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des attaques, évidemment, qui se veulent d'une extrême violence, même si, franchement, on s'en fout. Mais en tous les cas, c'est ça l'intention, évidemment. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des arguments objectifs qui nous permettent de débattre, voire de remettre en question ce qu'on a écrit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, je travaille avec des médecins, des psychologues, des pédopsychiatres, si vous voulez, qui sont des gens qui passent leur temps à raisonner, à questionner, à étudier des études scientifiques. Je ne parle pas des études qui sont faites par les associations militantes, parce que ça ne vaut rien, mais des vraies études, vous voyez, des études multicentriques, avec des groupes témoins qui n'ont pas suivi le même cheminement, pour qu'on puisse comparer les effets dans des conditions qui sont comparables également. Enfin, voilà, des vraies études, quoi. Donc ça, si vous voulez, nous, on travaille sur des faits scientifiques, et c'est tout. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on invite les parents à être le plus vigilants possible. On les invite à se documenter. Il y a ce livre, mais il y en a d'autres. Il y a notre rapport qui est gratuitement accessible. On les invite à faire leur travail. Ça veut dire qu'il y a 2 missions importantes quand on est parent. C'est faire partie des parents d'élèves, participer aux réunions, poser des questions sur ce qui sera fait, maîtriser la circulaire de 2018 qui donne quand même un cadre important, s'assurer que l'école respecte ce cadre, c'est-à-dire que tous les contenus doivent être élaborés avec l'équipe pédagogique qui est la seule responsable des conséquences. L'équipe pédagogique reste la responsable de ce qui est fait. Donc, même s'ils ont tendance à vouloir se déresponsabiliser, c'est eux qui ont la responsabilité. Donc, les parents sont légitimes à poser les questions, parce que c'est ce que la circulaire dit. Toujours dans le dialogue, jamais dans la violence, évidemment. Nous sommes très clairs là-dessus. L'école, c'est l'espace de l'enfant. L'espace de l'enfant, il est sans violence. Donc on doit, nous tous, avoir en tête que l'espace dans l'école et avec les acteurs de l'école doit être sans violence. Et puis, ce que doivent faire les parents aussi, c'est faire leur boulot aussi de parents, c'est-à-dire faire l'éducation des enfants, quand ils sont des enfants, c'est-à-dire prépubères. Ça, c'est aux parents de le faire, effectivement, de leur expliquer comment on fait les bébés, en fonction de l'âge, répondre à leurs questions, parfois en leur répondant qu'on ne peut pas leur répondre parce qu'ils sont trop jeunes et qu'on leur en reparlera après. Chercher des livres qui sont souvent très bien faits pour les lire avec leur enfant ou que les enfants sachent qu'ils peuvent le lire quand ils en auront envie. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire vers 9-10 ans déjà, sans problème. Et puis ensuite pour les adolescents, leur donner les éléments de prévention, mais pas rentrer dans le registre de la sexualité qui est de l'intime, qui leur appartient. Et puis que l'école fasse son boulot à ce niveau-là par contre, parce qu'elle a un travail à faire d'information. Et puis je dirais pour finir qu'on ait des politiques qui aient un peu du courage, qui sont un peu charpentés,
et qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils bloquent évidemment ces programmes pour qu'ils ne soient pas publiés et mis en œuvre tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, et qu'on extrait de ces programmes tout ce qui relève de l'idéologie du genre et de la sexualisation infantile, qui sont des idéologies totalement dévastatrices, et puis qu'on mette un cadre éthique. Nous en avons élaboré un, on va le communiquer à tous les parlementaires très prochainement, qu'ils mettent un cadre éthique de réalisation pour faire la prévention, informer, sans nuire aux enfants. Justement, pour finir, j'ai une dernière petite question. Pensez-vous que ce débat dépasse le cadre scolaire et reflète une fracture un peu sociétale plus large dans notre monde actuel? Alors, je dirais qu'il dépasse le cadre scolaire, mais l'école est devenue l'école est l'objet aujourd'hui d'une prise d'otage par le wokisme. Ça, c'est évident et c'est un fait nouveau. Là encore, il n'est pas nouveau, si vous voulez, de dire que les programmes d'histoire-géographie ont déjà, depuis bien longtemps, été très orientés politiquement ou par des idéologies. Et ça a déjà été dénoncé il y a très longtemps. Si vous voulez, quand Mme Taubira fait une loi pour interdire de parler de la traite négrière subsaharienne, mais de parler que de celle qui engage les Occidentaux, si vous voulez, on est déjà dans une manipulation de l'information pour dire les Occidentaux sont les méchants et les pays arabo-musulmans ne le sont pas. Or, dans la traite négrière, nous savons tous que tous ont été des monstres. Voilà. Et que la période est noire partout dans le monde. Les Occidentaux, on ne va pas faire de la hiérarchie dans l'horreur entre les Occidentaux et les Arabo-musulmans. Voilà. Donc, tout le monde, à cette époque-là, a été coupable de cette traite négrière ignoble. Mais déjà, à cette époque, on a dit on va en présenter qu'une partie. Bon. Donc c'était déjà, l'école était déjà quelque part otage des politiques par un syndicalisme qui est dans l'école, qui est un syndicalisme très à gauche, c'est pas nouveau, et donc qui a à un moment fait passer l'intérêt, l'enjeu d'émancipation par le savoir en second plan, et a fait passer en premier plan un enjeu d'endoctrinement. Voilà, en se disant que finalement, on avait les enfants en face de nous, tant qu'à faire, autant leur mettre dans la tête les idées qu'on avait. Voilà. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, la partie transhumaniste du wokisme, alors là, la prise d'otage déterminée, vertigineuse, dans une puissance sidérante. Là, oui. Là, la prise d'otage de l'école, depuis 2017, elle est effroyable. Très bien, merci beaucoup. On va finir sur ce mot. Merci à vous. Sophie Houduvier. C'est la fin de notre entretien. Je rappelle que notre magazine est maintenant disponible dans tous les kiosques partout en France. Anti-woke en guerre contre le fléau qui menace nos sociétés. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup de nous avoir écoutés.